Troisième vidéo correspondant à notre troisième partie du cours. Cette troisième république, même si elle s'est enracinée, eh bien elle va demeurer contestée sur l'ensemble de la période qui nous concerne ici, c'est-à-dire de 1870 jusqu'à la Première Guerre mondiale en 1914. Premièrement, cette république, elle va être tout au long de ces décennies contestée par des mouvements révolutionnaires, et notamment le syndicalisme révolutionnaire. On sait qu'on est dans une période de révolution industrielle, que les ouvriers sont de plus en plus actifs pour réclamer des droits, meilleures conditions de travail, meilleurs salaires, meilleures conditions de vie, que pour cela ils se constituent en syndicats, et que ces syndicats, dont sont dits révolutionnaires, parce qu'ils considèrent que la République ne leur apporte aucune solution, aucune amélioration de leur niveau de vie, et ils prônent donc, à l'image de mouvements syndicaux, par exemple en Angleterre ou en Allemagne, eh bien de faire la révolution. Et qui dit révolution dit ne pas obéir à cette République. Et parmi ces mouvements révolutionnaires, on a également ce qu'on appelle le mouvement anarchiste. L'anarchisme, c'est ce courant politique qui refuse d'obéir aux règles. Or, cette république, eh bien, elle impose des règles aux Français, et les anarchistes, ça, eh bien, n'en veulent pas. Ils vont perpétrer, surtout en 1893 et 1894, une série d'attentats qui vont trouver leur point culminant avec l'assassinat du président de la République, qui en 1894 est Sadi Carnot, et qui va donc provoquer un mouvement un petit peu de panique au sein de la République. Mais ces mouvements anarchistes, ils vont être réprimés assez violemment par la République, et ensuite, eh bien, ce mouvement va s'essouffler. Par ailleurs, la République, elle va être mise en question par un courant clérical, et réactionnaire, dont le pôle central va être la France de ces catholiques très pratiquants qui refusent la République qui est basée sur le principe de laïcité. Laïcité à l'école, laïcité à l'armée, et surtout rejet de la grande loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Ça, c'est une loi majeure qui sépare la sphère publique de la sphère religieuse, qui doit demeurer donc quelque chose de privé. Et cela met fin au concordat adopté par Napoléon sous le Premier Empire, c'est-à-dire que désormais les curés eh bien, seront payés par la générosité des fidèles et non plus par l'État. L'État ne se mêlera plus non plus eh bien, d'investir les évêques. Par contre, la République va mettre en place la liberté de conscience et la liberté de culte. Alors ça, pour l'Église catholique, qui avait été mise en avant par Napoléon et qui est communément, donc la France, considérée comme la fille aînée de l'Église, eh bien pour les catholiques, cette décision ne passe absolument pas. De plus, les biens ecclésiastiques rentrent dans le giron de l'État, c'est-à-dire qu'ils deviennent la propriété de l'État, et ça, forcément, c'est un petit peu compliqué. Comme les biens ecclésiastiques deviennent propriété de l'État, il faut faire des inventaires, et cela donne lieu en 1906 à la crise des inventaires, c'est-à-dire que l'on va faire l'inventaire, on va faire une liste de tous les biens que l'on trouve dans les églises, dans les cathédrales, etc., etc. Cela va provoquer une crise avant finalement d'arriver à une phase d'apaisement sous l'impulsion du pape au début du XXe siècle, qui appelle les catholiques français, eh bien finalement à accepter cette troisième république. Dernier point, les tensions liées et le rejet, la contestation très forte liée contre la République par la France nationaliste et antisémite. Vous avez déjà un courant anti-parlementaire très fort, hein, des gens qui vont critiquer les parlementaires, députés, sénateurs et les accuser de corruption. En 1892, vous avez une énorme crise qui s'appelle le scandale de Panama et qui montre que de nombreux députés français étaient corrompus dans une affaire concernant le canal de Panama, et cela va donner de l'eau au moulin à des hommes qui critiquaient durablement le parlementarisme. Quelques années auparavant, vous aviez par exemple le général Boulanger, qui est un général
très populaire au sein de l'armée et qui était plutôt monarchiste et qui détestait la République et qui critiquait tous ses parlementaires. Jusqu'en 1889, eh bien, Boulanger est très proche d'accéder au pouvoir et finalement sa tentative échoue, mais elle montre bien l'antiparlementarisme, c'est-à-dire la méfiance ressentie par de nombreux Français envers cette République parlementaire. L'essentiel de cette vague réactionnaire, nationaliste et xénophobe va être représenté par l'affaire Dreyfus. Alors cette affaire Dreyfus, c'est une affaire d'espionnage militaire d'un officier français pour le compte de l'Allemagne. Une affaire est découverte et très tôt on va accuser Alfred Dreyfus qui a deux défauts aux yeux des nationalistes. C'est qu'il est juif et c'est qu'il est alsacien et l'Alsace, Lorraine appartenait avant à l'Allemagne, donc jusqu'en 1870. Et du coup, eh bien, l'Alsace-Lorraine, pardon, est allemande hein, depuis 1870, pardon. Et donc on va l'accuser, il est en fait innocent. Et Émile Zola, dans un article célèbre qui s'appelle « J'accuse », va tenter de démontrer l'innocence de Dreyfus. Cette affaire, elle est importante parce qu'elle va opposer deux camps, les Dreyfusards, d'une part, qui défendent l'innocence de Dreyfus, et les anti-Dreyfusards, ceux qui défendent et qui considèrent qu'il est coupable, même quand les preuves vont être absolument évidentes qu'il n'est pas le coupable. Et ces anti-Dreyfusards, pourquoi ils vont tenir cette position malgré les preuves de l'innocence de Dreyfus? Eh bien, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on touche à l'armée. Cette armée qui là a commis une erreur judiciaire manifeste, eh bien ils ne veulent pas qu'on y touche. Et puis encore une fois, parce que l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine des juifs, est extrêmement forte et que cette haine des juifs, elle est très partagée par un grand nombre de Français. À l'arrivée, en 1906, hein, cette affaire se déroule entre 1894 et 1906, quand Alfred Dreyfus est réhabilité, la République en sort renforcée, mais c'est tout de même une crise qui a fortement ébranlé les bases de la République. Dernier point, la violence nationaliste. Il y a des ligues, hein, notamment la Ligue des Patriotes, qui défendent des valeurs réactionnaires et xénophobes, qui s'opposent violemment aux premières grandes vagues de migration qui arrivent en France. Hein. Vous avez notamment des Polonais qui arrivent en France, vous avez des Italiens qui arrivent, qui vont travailler par exemple dans les mines du nord de la France ou de Lorraine. Et donc les mouvements xénophobes sont très importants et constituent eh bien une limite importante et une opposition importante à la République. Et la République, eh bien, elle va là aussi réprimer sévèrement ces mouvements radicaux. Voilà donc pour cette leçon. Globalement, je reste à votre disposition si vous avez la moindre question. Bon courage!